Imaginez une seconde, plus que 48 heures, avant une réunion qui pourrait bouleverser l'équilibre du pouvoir à la CAF. Les téléphones s'enchaînent, les discussions se font en coulisses, et la tension n'a jamais été aussi forte. Ce n'est pas une simple réunion administrative, c'est un moment stratégique, un face-à-face indirect entre vision, ambition et influence. À Dar es Salaam, ce vendredi, il ne sera pas seulement question de règlement ou de discipline. Il y a des intérêts en jeu, des équilibres fragiles, et surtout, une bataille silencieuse pour le contrôle et la crédibilité. La vraie question n'est pas ce qui sera officiellement annoncé. La vraie question est ce qui se joue réellement derrière les portes fermées. Certains parlent d'un simple ajustement interne. D'autres évoquent un tournant décisif pour le football africain. Mais une chose est sûre, rien n'est laissé au hasard. Restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier élément que nous allons analyser pourrait complètement changer votre lecture de cette crise. Si vous voulez comprendre les coulisses du football africain sans filtre, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche et dites-moi en commentaire, selon vous, escalade ou apaisement, on entre dans le vif du sujet. Une guerre se joue non pas sur un terrain, mais dans les couloirs feutrés du pouvoir. Un titre, gagné sur le gazon, pour être perdu sur tapis vert, des mois après le coup de sifflet final. Football africain, le match qui n'en finit pas. Alors, on a sur la table aujourd'hui des informations qui parlent d'une réunion d'urgence. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football, la CAF, qui se réunit ce vendredi à Dar es Salaam. L'ordre du jour officiel, c'est une révision du code de discipline. Bon, ça a l'air très technique. Très technique, mais quand on regarde un peu les tensions en coulisses, on a du mal à croire que ce soit juste ça. C'est une façade, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? C'est une façade presque parfaite. La réalité, c'est que ce jargon administratif, c'est un écran de fumée. Cette réunion, c'est un théâtre, c'est un champ de bataille, c'est l'épilogue ou peut-être juste un nouvel acte d'une lutte de pouvoir qui est devenue féroce. Et au centre de tout ça, on a deux hommes. Deux hommes qui, d'après toutes nos sources, ne s'adressent même plus la parole directement. Ah oui, ouais. Oui, d'un côté, Patrice Motsepe, le président sud-africain de la CAF, et de l'autre, Fouzi Lekja, le très influent patron de la fédération marocaine. Quand vous dites qu'ils ne se parlent plus, c'est à ce point-là. On parle quand même du président et de l'un de ses proches collaborateurs, en théorie. C'est à ce point-là. Le courant ne passe plus du tout. La communication est glaciale. Elle ne se fait que par intermédiaire, par alliés interposés. On est passé d'une alliance qui a mis Motsepe au pouvoir à une véritable guerre froide. Et cette réunion, c'est l'arène où ce conflit va se jouer, au grand jour. Et tout ça, le point de départ, le prétexte, c'est cette finale perdue par le Maroc contre le Sénégal. Le camp marocain qui tente une manœuvre assez folle à faire disqualifier le Sénégal après coup. Il s'appuie sur un article du règlement, l'article 82, pour dénoncer un supposé retrait des joueurs sénégalais. C'est une manœuvre un peu désespérée, non? C'est une tentative de tordre le droit pour réécrire l'histoire. C'est une manœuvre politique qui se déguise en argument juridique. L'idée est simple, faire passer un arrêt de jeu de quelques minutes, une protestation des joueurs sénégalais pour un forfait, un abandon pur et simple. Mais, vous savez, dès qu'on ouvre le règlement et qu'on lit ce fameux article 82... Le château de cartes s'effondre. Exactement. Toute la construction s'effondre. D'accord. Alors allons-y, décortiquons cet article. Qu'est-ce qu'il dit vraiment ? Pour qu'il y ait forfait, il faut quoi? Alors, il y a 3 conditions, et c'est ça qui est crucial, elles sont cumulatives. Il faut que les 3 soient réunies. D'accord. La première, c'est qu'une équipe doit refuser de reprendre le jeu. Le mot est important, il implique une intention claire, définitive, pas juste un coup de sang, une contestation. Et là, ce n'était pas le cas. Non, il y a eu une protestation, un moment de confusion, c'est vrai, mais à aucun moment les Sénégalais n'ont notifié à l'arbitre un refus de continuer. Ce n'est jamais arrivé. Donc, première condition, non remplie. La deuxième, c'est que l'arbitre, face à ce refus, doit mettre fin au match. Il siffle et il acte le forfait. ce qu'il n'a pas fait. Non seulement il ne l'a pas fait, mais le match a repris. Il est allé jusqu'au bout. Il y a eu des prolongations, des tirs au but. Le scénario du match lui-même contredit l'idée d'un forfait. C'est logique. Et la troisième condition, j'ai cru comprendre qu'elle était encore plus définitive. C'est le coup de grâce pour la thèse marocaine. La condition sine qua non, c'est que tous les joueurs de l'équipe doivent quitter l'aire de jeu. Tous les joueurs. Tous. Or, on a les images, elles sont formelles. Au moins un joueur, et pas n'importe lequel, Sadio Mané, est resté sur la pelouse. C'est une image forte d'ailleurs. Très forte. Au milieu du chaos, lui il reste là, il calme ses coéquipiers, il les ramène au jeu. C'est plus qu'un détail, c'est le symbole que l'équipe n'a jamais eu l'intention d'abandonner.
Bon, alors si je résume, pour que ce soit bien clair, pas de refus formel de jouer, l'arbitre n'a pas arrêté le match et les joueurs ne sont pas tous sortis. Juridiquement, le dossier est une coquille vide. Ouais. Ce qui rend la question encore plus intéressante. Pourquoi un homme aussi puissant que Fouzi Lekdja s'engage dans une bataille qu'il s'est perdue d'avance ? Ouais, c'est là qu'on quitte le droit pour entrer dans la pure stratégie de pouvoir. Et c'est tout le paradoxe de la situation actuelle. On le voit comme l'homme fort, celui qui contrôle tout. Mais cette démonstration de force, en réalité, elle cache une fragilité, une fébrilité qu'on ne lui connaissait pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a perdu beaucoup de son influence depuis sa rupture avec Motsepe. Il n'est plus l'intouchable faiseur de roi. Et cette offensive, c'est une tentative, presque désespérée, de reprendre la main, de montrer qu'il est toujours là. Donc c'est une question d'image ? Il doit montrer qu'il peut encore peser, même si c'est pour une cause perdue. Exactement. Et attention, il n'agit pas seul. C'est très important. Il est poussé par tout un clan au sein de la CAF. Des présidents de fédération, des gens dont le pouvoir, les postes, et parfois les intérêts financiers, tout ça est lié à son influence à lui. Donc s'il tombe avec lui. Voilà. C'est une question de survie pour tout un système. Ils ont besoin qu'il réaffirme son autorité. Et cette finale, c'est le prétexte parfait. Transformer une défaite sportive en victoire politique dans les couloirs. Et cette fragilité, elle ne viendrait pas que de sa relation avec Motsepe, on parle aussi d'un autre dossier qu'il a mis en difficulté, celui de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Absolument. C'est l'autre front qu'il a beaucoup affaibli. Le Maroc devait organiser la compétition, et soudain, des rumeurs, des bruits de couloir, comme quoi le Maroc voulait se retirer. Ce qui a dû rendre Motsepe furieux. Furieux. Il l'a vécu comme un affront personnel et une déstabilisation de tout son calendrier. Aujourd'hui, le camp marocain rétropédale, il cherche une excuse pour la reporter, mais le mal est fait. Il a perdu la face, en somme. Il n'a pas tenu ses engagements. Précisément. Ça a écorné son image d'organisateur fiable, ça a donné des munitions à tous ses adversaires. Donc quand on met tout bout à bout, la rupture avec le président, le fiasco de la CAN féminine, la défaite en finale, on comprend que cette réunion, pour lui, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker pour essayer de renverser la table, oui. Et Patrice Motsepe, justement, parlons de lui. Il convoque cette réunion, mais son attitude semble étrange, passive. On dirait qu'il subit les événements. Je pense à son communiqué où il exprimait sa déception sur l'arbitrage de la finale. C'était presque une excuse, une concession faite au camp marocain. C'est une lecture très juste. Il est pris entre deux feux. L'atmosphère à la KFC, nos sources la décrivent avec des mots très durs. Pollué, pourri. La situation est devenue tellement chaotique que, selon plusieurs sources concordantes, l'initiative de cette réunion ne viendrait même pas de lui. Ah bon ? Alors de qui ? De la FIFA. De Zurich ? De Zurich, oui. Il semble que la FIFA ait mis une très grosse pression pour que l'ordre soit rétabli. Il faut se mettre à leur place. L'image est désastreuse. C'est leur plus grande confédération. Exactement. Des guerres de pouvoir, des finales remises en cause. Pour l'image du foot mondial que veut vendre Infantino, c'est intolérable. Le message de Zurich a dû être très clair. Siffler la fin de la récréation. Donc Motsepe n'est que l'exécutant. Il n'est pas le pilote dans l'avion. Il n'est plus le seul maître à bord. C'est une certitude. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que pendant que les deux éléphants, le clan marocain et le clan pro-Motsepe, s'affrontent et s'épuisent, un troisième acteur émerge. Un troisième acteur émerge. Discrètement, mais très efficacement. Et qui est-ce ? Le président de la fédération sénégalaise. Fort de sa victoire, évidemment, mais surtout de sa gestion de crise. Il n'est jamais tombé dans la provocation, il est resté sur le terrain du droit. Et il commence à construire son propre bloc d'influence. Il rallie toutes les fédérations qui en ont assez de ces guerres picrocholines. C'est un classique, vous savez. Quand deux puissances se neutralisent... Un troisième pôle apparaît ? Exactement. La guerre de succession pour le contrôle du football africain, elle est ouverte. Cette réunion n'est qu'une bataille. La guerre ne fait que commencer. On comprend mieux. L'enjeu de cette réunion dépasse donc très très largement une simple coupe ou un article de loi. C'est la crédibilité de toute l'institution qui est sur la table. En effet. Et ça nous amène à une question de fond, une question presque philosophique. Quand les règles peuvent être tordues comme ça, quand un résultat sportif, acquis après 120 minutes d'effort, peut être menacé dans les coulisses du pouvoir, des semaines après, quelle est la valeur réelle d'une victoire ? On a la désagréable impression que pour certains, le vrai match, eh bien, il ne commence qu'une fois que les joueurs, eux, ont quitté la pelouse.